Parlementaire et d'office, vous ne pouvez plus écouter les autres. Vous pouvez vous en passer des points de vue des organisations de la société civile, des médias, de tous les autres citoyens ou des autres chercheurs. Ils vont là-bas, ils sont allés là-bas pour représenter les intérêts du peuple. Mais le peuple là, on sait l'écouter à travers un certain nombre de moyens d'expression. Nous avons tous observé les manifestations qui ont été organisées dans ces pays. Les manifestations ont traduit certaines opinions. Les gens ne veulent pas aller aux élections sans réforme préalable. Les gens ont même dit nous ne voulons pas de Malonda. Et aujourd'hui, pour nous, Malonda appartient à l'histoire. Mais c'est ça la volonté de la population. Et si vous êtes là, vous dites non parce que nous sommes des députés, nous sommes des sénateurs, nous n'avons à écouter personne. Mais écoutez, là vous vous faites une illusion. C'est un pouvoir d'illusion que vous vous faites là. Parce que si vous continuez à irriter le peuple s'est retrouvé à un moment donné dans une situation où il devra se décider. Et se décider là, c'est un peu comme ce qu'on a vécu à un moment donné où il y avait des gens qui disaient il faut carrément qu'on aille les chasser. Or, on ne veut pas arriver à ce genre de choses. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans l'optique du dialogue, d'écouter les autres. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité que vous pouvez penser utiliser votre majorité de manière, comment je peux dire, de manière qui ne va vous permettre qu'à vous seul de tirer les intérêts. Non. Il faut qu'ils se mettent en tête que le peuple a le dernier mot et que là où le peuple s'est déjà exprimé, il doit... Alors, je voudrais vous donner la position de la CAJ. Pour la CAJ, toutes les nominations qui ont été effectuées, que ce soit au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, comme au sein du pouvoir judiciaire, sont conformes à la Constitution. Nous n'avons pas trouvé un seul élément susceptible de nous faire réserver quant à la constitutionnalité de ces nominations. Deuxièmement, en ce qui concerne la lettre ou la position exprimée le 27 du mois en cours du mois de juillet plus tôt par les deux juges, à savoir M. Ouboulou et Kilomba, qui, à travers leurs lettres, nous avons tous lues dans les réseaux sociaux, ils ont dit souhaiter rester à la Cour constitutionnelle au lieu d'aller à la Cour de cassation. Et c'est ce qui a fait que hier, ils n'ont pas pu prêter serment parmi les autres qui l'ont fait. Notre analyse nous permet de constater, de relever deux choses. Premièrement, un magistrat, qu'il soit de parquet ou de tribunaux ou de cours, qui entend ne pas occuper les postes pour lesquels il a été nommé, doit tout simplement agir, user de sa liberté pour tout simplement démissionner. Il n'est pas normal que lorsque vous êtes nommé, que vous puissiez non pas utiliser les voies de recours légales, mais que ce soit livré à cet échange épistolaire tel que nous l'avons aussi constaté, en mettant en copie des autorités ou des personnalités qui ne sont pas directement concernées par la gestion de la carrière des magistrats. En s'illustrant par ce genre d'attitude, nous, la CAJ, nous déplorons cela, que cela soit venu de personnes qui ont occupé de plus hautes fonctions au sein de la Cour constitutionnelle et nommées par la suite au poste
ou au grade de président à la Cour de cassation. Parce qu'ils sont censés savoir comment est-ce qu'il faut faire un recours, quelle est la forme de ce recours plutôt, et quelles sont les seules personnes à mettre dans une requête de recours. Ce qu'ils ont fait a donné tout simplement lié à des supputations à caractère politique, et aujourd'hui, nous n'hésitons plus, nous, à considérer que leur démarche est totalement à caractère politique. Et donc, ils ont violé l'une des obligations ou l'un des devoirs qui sont imposés à tout magistrat, c'est de ne pas se livrer à des activités politiques ou à ne pas s'exprimer en utilisant des voies d'expression publiques comme le feront les politiciens. Et pour nous, nous recommandons au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au premier président de la Cour de cassation, parce que à ce stade, ils ne sont plus juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient devenus juges de la Cour constitutionnelle par le fait qu'ils avaient été investis par une ordonnance, loi signée par l'ancien président. Le nouveau président ayant pris une autre ordonnance, les nommant à la Cour de cassation et disant clairement que toute autre disposition antérieure contraire à cette ordonnance sont nulles et de nul effet, donc ils doivent en principe occuper leur poste à la Cour de cassation. S'ils ne le font pas, ils risqueraient de se faire constater dans les jours à venir comme déserteurs d'office. Et donc, nous ne pouvons que les conseiller à revenir au bon sens, tout en sachant qu'ils sont magistrats, ils sont soumis à la déontologie des magistrats et qu'ils ne doivent pas s'exprimer dans leurs écrits et les mettre dans les réseaux sociaux comme ils l'ont fait là. Ils ont vraiment violé les devoirs de leur État. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire à ce sujet. Un État de droit. Et nous travaillons beaucoup, nous combattons beaucoup pour que les cours et tribunaux qui ont en charge les prérogatives d'examiner les requêtes, les doléances des citoyens, les contestations, puissent être les seuls à être saisis, examinés et statués. Parce que si chacun de nous devra se comporter comme cours et tribunaux, ça veut dire que nous allons créer un désordre dans notre société. Et donc, ce que je recommande encore une fois aux deux concernés, c'est de se rappeler qu'ils sont magistrats, soumis à la discipline des magistrats, aux devoirs liés à leur État, qui sont censés savoir comment est-ce qu'il faut contester une décision, les nommant ou les renvoyant. Et ils savent aussi que, après avoir exercé toutes les voies de recours gracieux et hiérarchiques, c'est auprès des juridictions compétentes qui doivent s'adresser comme tous les autres citoyens. Pourquoi nous, tous les jours, nous nous cassons les voix pour dire aux citoyens dans nos sensibilisations que lorsqu'il y a des différends, il faut les porter devant les cours et tribunaux et qui sont censés donner l'exemple. Pourquoi pouvaient-ils se livrer à ce genre de polémique? En envoyant une lettre au président de la République, on peut considérer qu'il s'agissait d'un recours, mais immédiatement après, la même lettre est versée dans les réseaux sociaux. Lorsque vous adressez un recours au président de la République, comme un recours gracieux, qu'est-ce qu'ils avaient à mettre dans les ampliateurs, notamment les autorités de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du Parlement. Pour quelle raison? Parce qu'en les faisant, ils ont automatiquement politisé leur démarche, les recours.
ce que nous déconseillons aux autres compatriotes, nous disons, lorsque vous avez un problème avec votre voisin ou que vous travaillez, là où vous travaillez, vous êtes mécontent de la manière dont vous êtes traité par votre employeur, il faut courir vite devant les cours et tribunaux, adresser votre recours aux juges compétents. C'est ce que nous enseignons et c'est ce qu'eux aussi doivent faire. Donc, nous constatons tout simplement qu'ils ne se sont pas comportés conformément à leur discipline et nous n'hésitons pas à croire que les autorités du Conseil supérieur de la magistrature ne pourront pas oublier d'engager des poursuites disciplinaires à leur rencontre pour que la discipline du corps puisse aussi être rétablie. Et à l'heure actuelle, entre l'ordonnance du chef de l'État et la boycott du serment, qu'est-ce qui est dans l'inconstitutionnalité? Non, c'est-à-dire que voilà ce que moi j'ai dit. Nous constatons tout simplement avec beaucoup de regrets qu'en refusant de regagner leur poste à la Cour de cassation, les deux ne pourront plus être alignés, par exemple, au paiement de la rémunération. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront plus alignés sur la liste des juges de la Cour constitutionnelle, étant donné que l'ordonnance qui les avait nommés a été annulée par l'actuelle ordonnance. Et donc, logiquement, ils devaient aller à la Cour de cassation pour que, une fois prêté serment, ils vont être repris sur la liste de la paye des agents ou des magistrats qui sont affectés à la Cour de cassation. Mais comme eux ont préféré boycotter cela, ça veut dire qu'ils vont se retrouver en l'air. Ils vont se retrouver en l'air. Et je constate avec beaucoup de regrets qu'ils mettent en danger même les droits socio-économiques des membres de leur famille. Parce que si d'ici un mois, l'État ne sait pas les payer, parce qu'ils vont se retrouver nulle part, quand vous refusez de prêter serment, l'État ne va plus vous payer parce que vous ne pourrez pas travailler. Pour travailler, il faut d'abord avoir prêté serment. Mais si vous ne travaillez pas, à la fin du mois, l'État ne va pas vous payer. Donc, eux, ils vont se retrouver dans une situation d'inactivité. Et l'État ne va pas les payer. Qui vont subir les conséquences négatives, ce sont leurs enfants et tous les membres de famille qui dépendaient de leur travail. Et voilà pourquoi nous demandons aux uns et aux autres, avant d'agir, de tenir compte des conséquences, de ne pas s'engager dans des démarches à caractère politique qui ont toujours des conséquences sur les tout-petits. Voilà. Mais, vous savez, nous sommes dans un état de droit, tout est déjà organisé. Il y a eu 3 autres nouveaux membres qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle. Un remplaçant l'ancien juge à la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba, qui a démissionné. 2 remplaçants, les 2 anciens dont nous parlons ici, les juges Kilomba et Ubulo. Ils sont en attente de la prestation de leur serment, parce que leur serment doit se faire devant le Congrès. C'est ça, non? Alors, votre question, c'est de savoir, mais est-ce que cela ne pourra-t-il pas bloquer le fonctionnement de la Cour constitutionnelle? Et vous ajoutez en disant, mais si le Parlement arrivait à refuser. Je voudrais d'abord vous dire que siéger en tant que Parlement ou bureau d'un Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour accompagner la réception du serment de juge de la Cour constitutionnelle est une obligation légale imposée aux membres du Parlement, aux membres du bureau. Ça veut dire que la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent pas refuser, ne pas concourir à l'organisation de cette cérémonie. Pourquoi? Parce que le Code pénal congolais a déjà prévu tous les cas. Il y a ce qu'on appelle l'infraction d'abstention coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes nommé
comme autorité et qu'il y a un acte, que vous devez poser un acte lié à vos fonctions, si vous refusez de les poser, le parquet va vous poursuivre. Le parquet peut vous poursuivre même en flagrance. On constate tout simplement que monsieur, madame, vous vous êtes abstenu de poser l'acte lié à votre fonction qui vous est imposé par la loi et pour lequel d'ailleurs l'État vous paye. Vous comprenez? Vous êtes présidente ou président du Sénat, présidente de l'Assemblée nationale, pour poser ces actes et c'est pour cela qu'en contrepartie, vous êtes payé par l'État. Maintenant, il arrive qu'on vous dit, vous devez concourir à organiser cette cérémonie. Vous dites pour des raisons politiques et politiciennes, vous dites que je ne le fais pas. Le parquet va vous poursuivre. Et vous pouvez être poursuivi pénalement, arrêté, jugé et condamné. Et à ce moment-là, vous allez même perdre votre mandat et votre fonction. Et donc, je ne m'imagine pas que ceux qui sont aujourd'hui dans ces fonctions puissent se laisser embarquer par ces motivations politiciennes. Parce qu'il y a aussi des conséquences à caractère pénal qui risqueraient de s'abattre sur eux. Et chacun doit poser les actes de sa fonction et c'est ce que nous attendons d'eux. Donc, il devra y avoir la réception du serment pour les 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle afin de permettre que la Cour constitutionnelle soit en mesure de fonctionner normalement et permettre à l'État d'aller de l'avant. Également, votre réaction par rapport à la déclaration de parlementaire du FCC? Nous avons été aussi associés hier à ce débat dans le cadre du travail que nous faisons avec les consortiums de missions d'observation, Simocel et les autres. Et donc, nous avons eu une discussion avec eux au centre CEPAS de plus de 2 heures. Nous les avons écoutés, nous avons analysé leur cahier de charges. Nous avons d'emblée constaté que leur démarche rencontre parfaitement les options que nous, la société civile congolaise, la plus importante, la plus impliquée sur la question électorale, l'observation à tous les niveaux, et qu'il y a moyen de continuer à discuter avec eux pour trouver maintenant une formule devant faciliter l'émergence d'un consensus qui pourra être exploité à partir de la session du mois de septembre dans le cadre du Parlement pour que ces options fondamentales qui visent la réforme de la loi électorale, la restructuration de la CENI, que ces options soient traduites en termes de loi. Et c'est à la fin de ce processus maintenant que nous pourrons penser redémarrer le processus de désignation de nouveaux membres de la CENI. Voilà. Ok, par rapport à la réaction du parlementaire de FCC, nous constatons tout simplement que les parlementaires ont exprimé leurs propres opinions, qu'il faut prendre aussi en compte. Il reste tout simplement à poursuivre les discussions avec eux. Je m'imagine que le groupe de 13, mais qui s'est réduit aujourd'hui à 12, va poursuivre les mêmes discussions avec eux pour leur faire comprendre les bien fondés à soutenir cette démarche, mais aussi la démarche que nous, la société civile, nous avions déjà déclenchée depuis très longtemps, parce que nous comptons éventuellement organiser un forum qui devra nous permettre tous de nous exprimer et adopter les options fondamentales qui sont essentielles et indispensables avant d'aller aux prochaines élections et espérer organiser des élections qui seront les moments de la joie et de la fête pour les Congolaises et les Congolais et non plus ressembler à des moments de violence qui déchirent la nation, qui font tuer les autres citoyens, parce que les élections ne doivent pas être utilisées pour commettre les violations des droits de l'homme. Et les ONG des droits de l'homme, nous sommes
plus déterminés à ne plus accepter ce genre de choses en 2023. Donc, M. Georges, si on peut bien vous comprendre, vous êtes pour le dialogue, si on veut le dire ainsi. Non, il ne faut pas parler de dialogue parce que, vous savez, les Congolais sont trop sensibles à ce terme dialogue. Et même nous pensons qu'il n'y a pas à parler de dialogue. Mais on peut se concerter, discuter comme les 12 ont commencé. On peut parler, discuter et puis dire, mais ce qui nous unit là, comment pouvons-nous maintenant en faire, en traduire en option fondamentale pour que les députés et les sénateurs puissent tabler et traduire ça en loi modificative de la loi électorale, par exemple, ou la loi sur la CENI. Donc, une discussion devant se réduire tout simplement aux questions électorales. Parce que vous savez, quand vous parlez de dialogue, ça sous-entend beaucoup de choses et les Congolais n'aiment plus cette histoire pour permettre encore aux gens d'aller discuter des postes. Non, ça, non, on n'est pas partie prenante et nous combattrons ça. Ouais. Et prendre des décisions au nom de la majorité des Congolaises et Congolais. Parce que tous les 80 millions, nous ne pouvons pas aller nous asseoir quelque part et commencer à décider. Nous sommes maintenant dans une société moderne organisée. Mais cela n'empêche pas aux citoyens lambda de continuer à réfléchir, à discuter, à émettre leur point de vue, à transmettre à leurs représentants leur vue par rapport au processus qui a été mené, par exemple celui de 2018, et leur demander de prendre des mesures de réajustement pour que le prochain processus électoral ne puisse plus ressembler à celui de 2018. Ça, c'est le droit de tous les citoyens. Parce qu'en droit, on dit que qui peut le plus, peut le moins. Parce que c'est nous qui donnons ces mandats aux parlementaires. Donc, les parlementaires doivent toujours avoir en esprit qu'ils ont l'obligation d'écouter encore, d'écouter ce que le peuple veut. Qu'est-ce que le peuple veut? Pour le moment, tous nous savons, de manière indiscutable, que le peuple voudrait que les élections de 2023 ne puissent plus ressembler aux élections passées, c'est-à-dire de 2016, 2011 et 2018. Et pour y arriver, tous nous savons qu'il faut faire quoi? Il faut commencer d'abord par modifier certaines dispositions de la loi électorale. Il faut restructurer la CENI pour que cet organe-là, qui doit rassurer tous les compétiteurs, ne puisse plus apparaître comme partie prenante, que ça ne devienne plus une CENI comme ce que nous avons connu. Pour prendre un exemple, les membres de CENI ont eu même à faire désigner leurs propres députés. Ils ont même créé des partis politiques. Nous avons les preuves. Leurs femmes, leurs petits frères, les membres de leur famille ont été élus avec leur concours frauduleux comme des députés et sénateurs. Mais ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça sont des choses qui sont de nature à créer des violences dans les pays, des frustrations et des tensions dans les pays. Donc nous avons besoin prochainement d'avoir des membres de la CENI qui vont travailler de manière différente que l'équipe, par exemple, de Corneille Nangaa, qui a mal travaillé. Oui, ça, nous devons nous le dire. Je reviens sur la question.